bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Ailleurs dans le monde consacré à l'Union européenne. Brexit, Covid-19, guerre en Ukraine, crise énergétique et récemment des soupçons de corruption avec le Qatar. L'Europe des 27 tente de rester unie et solidaire malgré ces crises successives. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'Union européenne a adopté une série de sanctions historiques afin de mener à la désescalade et obtenir le retrait des forces russes. Mais dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, d'insécurité alimentaire provoquée par cette guerre, beaucoup se demandent si les sanctions européennes contre la Russie sont efficaces. Autre sujet d'intérêt, l'accord politique provisoire conclu entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Cette nouvelle législation pourrait interdire sur le marché de l'Union européenne les produits issus de la déforestation, dont le cacao. Je reçois pour évoquer tous ces sujets d'actualité Madame Francesca Di Mauro, ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République de la Côte d'Ivoire depuis septembre 2022. Bonjour, Excellence. Bonjour à vous. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, on va commencer avec le dernier sommet, justement, des chefs d'État européens. Les 27 se sont mis d'accord sur une 9e série de sanctions à l'encontre de la Russie. Déjà, quel est le bilan des précédentes sanctions et à quoi correspondent ces nouvelles sanctions? Oui, merci beaucoup. Donc, d'abord, peut-être réitérer que, comme vous l'avez vu, malheureusement, ça fait presque un an maintenant que la guerre continue. La guerre en Ukraine. Depuis le début, l'Union européenne a condamné très fermement cette guerre qui n'a pas lieu d'être au XXe siècle, XXIe siècle. Une guerre de ce genre, une agression injustifiée d'un pays sur un autre. Et c'est pour cela que l'Union européenne a été très rapidement, en fait, a pris beaucoup de sanctions, a pris des mesures. Et en général, peut-être juste rappeler que notre stratégie, elle est un petit peu triphasée, si vous voulez. D'une partie, il y a l'appui à l'Ukraine, et on peut en revenir sur ça, de faire tout en sorte pour qu'elle puisse se défendre. De l'autre côté, c'est justement miner l'effort de guerre de la Russie. Et donc ça, c'est le sens des sanctions. C'est vraiment, ça s'attaque à la Russie. Et voilà, aux individus, au secteur économique, financier. Et puis, il y a l'appui au reste du monde. Donc ça, c'est vraiment la stratégie parce que l'impact de cette guerre sur le reste du monde est assez significatif. Et donc, l'Union européenne est engagée pour appuyer les autres pays dans cet impact. Alors, pour revenir sur le dernier sommet qui était le 16 décembre, donc en effet, c'était la 9e série de sanctions. Et les sanctions, elles ont commencé depuis le début et ces sanctions incluent, en fait, continuent dans la même lancée de voir, en fait, comment miner cet effort, comme je disais, l'effort militaire. Donc, dans tout ce qui est technologie, dans tout ce qui est drone, c'est en fait de bannir les exportations de tout ce qui est aussi la technologie à usage double, comme on l'appelle. Donc, c'est une technologie qui peut être utilisée en temps de paix et elle sert à faire des drones qui peuvent être utiles pour l'agriculture, les satellites, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi une technologie qui peut être utilisée en temps de guerre pour l'effort militaire. Et donc, ces exportations, elles sont interdites vers la Russie, de composantes, de plus en plus aussi technologiques, quand on s'en rend compte qu'elles sont utiles et importantes pour le développement militaire de la Russie. Mais déjà, quel bilan vous faites de ces sanctions? On a entendu plusieurs ministres, notamment de l'économie des différents pays européens, nous dire que l'économie russe va s'affaiblir, va être anéantie. C'est toujours pas le cas. En fait, si vous regardez quand même les chiffres de la croissance, en fait, il n'y a pas de croissance. Déjà, le bilan en fin d'année, c'est qu'il y aura une décroissance, une récession. Je pense que c'est autour de 2-3% de l'économie russe comme impact des sanctions. Donc, il y a de l'impact, on le voit. On voit bien que ils doivent se tourner aussi vers peut-être d'autres qui voudraient exporter vers d'autres pays. Mais c'est ça, ils ont d'autres clients maintenant. Mais c'est pas évident d'avoir d'autres clients quand on exporte du gaz. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, justement, de réduire les exportations de gaz de l'Union européenne vers d'autres pays. Mais le gaz a besoin d'un pipeline, a besoin, on peut pas juste le mettre, sauf s'il est liquide. Et donc, ça demande toute une infrastructure qu'ils n'ont pas nécessairement. Donc, je pense que même au point de vue économique et social, c'est visible en Russie, l'impact des sanctions. Mais on a plusieurs sociétés aussi européennes. Alors, on ne comprend pas trop.
je peux parler de Total, mais il n'y a pas que Total, qui nous disent qu'effectivement, ils veulent supporter l'effort de guerre, ils soutiennent la cause ukrainienne, mais en vérité, ça ne les arrange pas du tout, puisqu'ils vont perdre une grande part de leur marché, et surtout, en termes de concurrence, quand eux, ils s'en vont, d'autres viennent. Dans certains secteurs. Donc on a l'impression aussi que parfois il y a une petite hypocrisie sur ces questions, puisque les gens ne jouent pas le jeu franchement. En fait, les entreprises européennes, de plus en plus, elles se sont alignées sur cette position de condamnation et aussi d'arrêter les investissements. Il y a certains gros investissements qui ont été arrêtés, aussi évidemment avec la pression aussi des populations en Europe qui demandent aussi cette cohérence. Donc on a vu, voilà, après, il y a toute une autre stratégie justement dans le secteur d'énergie, si on parle de ça, de qu'est-ce qu'on va faire. Et là, notre stratégie, elle est aussi basée sur 3 aspects. Un, c'est la diversification. Donc, au lieu d'importer de la Russie, justement, on a déjà beaucoup diversifié. On importe de la Norvège, du gaz. On importe des États-Unis. Il y a des partenaires aussi africains qui vont exporter vers l'Union européenne. Donc, la diversification. Mais ça a aussi été un énorme effort d'efficience énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, réduire la consommation énergétique, mais aussi beaucoup, et ça, c'est en ligne avec le pacte vert que nous voulons lancer, nous avons lancé en Europe, c'est les économies, les énergies renouvelables. Et là, le secteur privé européen a aussi une opportunité pour justement être un acteur crucial dans ces investissements. Donc d'un côté, peut-être ils peuvent perdre en Russie, mais il y a d'autres marchés qui s'ouvrent en Europe et dans le reste du monde. Beaucoup accusent, peut-être à tort, l'Europe d'avoir, à travers ces sanctions, rendu la vie difficile pour les populations du monde entier. On voit la cherté de la vie liée à la hausse des prix, la crise énergétique. Ces accusations sont-elles fondées pour vous? Oui. Non, alors justement, là, on réfute, disons, ces positionnements, parce que c'est clair que la cause de tout ça, c'est l'invasion russe en Ukraine. Ça, je veux dire, il n'y a pas... C'est pas lié aux sanctions. Ce n'est pas lié aux sanctions. Ce qui s'est passé dans le secteur alimentaire, c'est bien dû au fait que la Russie a bombardé les ports en Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est vraiment le grenier, oui, un des greniers, un des plus gros producteurs de blé au monde, qui est exporté vers les produits, vers les pays africains. Et là, avec des ports bombardés, des routes logistiques impraticables, puisqu'elles sont minées par les chars russes ou les navires russes, ils ne peuvent plus exporter. Mais aussi, en même temps, il y avait une volonté de détruire aussi les stocks, donc les dépôts de blé. Donc ça a vraiment amplifié, en fait, et c'est ça qui a causé l'augmentation des prix. Il n'y a pas longtemps, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, disait que l'approvisionnement en énergie russe bon marché faisait partie du modèle économique de nombreux États européens et que ce modèle vient de voler en éclats depuis le début de cette guerre et on n'y reviendra pas. Et c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est qu'effectivement, l'économie parfois, ces relations commerciales entre États, parfois permet de stabiliser les rapports entre États. On l'a vu avec les pays d'Asie, la Chine, le fait de les faire entrer dans l'OMC, là, vous ne craignez pas d'isoler encore plus la Russie avec ces sanctions, alors qu'elle subissait déjà beaucoup de sanctions, et de ne plus avoir du tout de rapports commerciaux. Vous ne craignez pas que ça envenime cette guerre, cet isolement? C'est-à-dire que c'est à nouveau la cause de tout ça revient à la Russie. La responsabilité première revient à la Russie. Il y a eu en effet des États membres qui ont pensé que c'était via justement le commerce qu'on pouvait avoir un développement et une relation. Et c'est pour ça aussi que l'Allemagne, par exemple, importait pas mal de gaz de la Russie parce qu'on pensait qu'à travers l'échange, on pouvait avoir. Mais ça s'est avéré que ce n'était pas un partenaire fiable parce que dès qu'il y a eu l'agression en Ukraine, et puis il y a eu cette volonté aussi de la part de la Russie d'arrêter ses exportations de gaz vers l'Union européenne. Donc l'Union européenne a décidé que stratégiquement, nous allons devenir plus autonomes et donc nous allons diversifier nos sources et c'est pour ça que nous nous tournons vers d'autres pays qu'on considère fiables et qui peuvent continuer à nous donner le gaz. Je le dis parce qu'il y a un élément qui semble souvent être sous-estimé dans les conflits, c'est la perception que les gens ont, cette humiliation, c'est le ressenti. Et on se dit peut-être que, in fine, vous allez
l'Europe va se mettre à dos une partie de la population russe, même si tout le monde ne suit pas Poutine, juste parce qu'ils vont subir une situation économique, sociale et autres difficile. Et on a vu, il y a toujours une histoire d'humiliation dans les grandes guerres. Toutes les guerres en Europe qui ont éclaté, les peuples ont toujours dit qu'ils se sont sentis humiliés. C'est par revanche, par vengeance. C'est une crainte dans l'esprit de l'Union européenne sur le long terme où on n'envisage pas. Alors, à nouveau, je veux dire, la guerre, elle a été décidée par Poutine. Il y a la population russe et puis il y a Poutine et ses conseillers et ceux qui décident avec lui ou qui le conseillent. Donc, c'est clair que nous ne faisons pas une amalgame de tout ça. Mais les Européens ont aussi subi des conséquences très graves de cette guerre. Donc, voilà, il y a des efforts énormes qui sont faits par les pays pour, en termes fiscaux, pour justement réduire l'impact d'augmentation du prix énergétique avec des subventions. Et ça, c'est un énorme effort fiscal que les pays européens font eux-mêmes. Donc, voilà, la responsabilité, elle revient quand même toujours à l'agresseur. Alors, c'est vrai que vous avez donné beaucoup de détails sur les conflits, ces sanctions, mais je voudrais qu'on s'intéresse à une autre guerre qui se poursuit au Sahel. Quel est le rôle finalement et la contribution de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme près de chez nous? Oui. Là aussi, je peux vous dire que l'Union européenne a été, depuis le début en fait, de la détérioration sécuritaire au Sahel, un acteur très important, juste en termes de chiffres. Donc l'Union européenne, avec ses États membres, c'est autour de 7 milliards d'euros qui ont été mis à disposition pour le développement économique et social de ces régions. Et c'est autour de 260 millions d'euros qui sont plus dans le domaine sécuritaire. Donc je dirais sur tout ce que nous avons fait, c'est vraiment la plupart, c'est du développement économique et social. Et il y a aussi une partie sécuritaire qui venait de l'Europe, en plus de l'effort de certains États membres au niveau bilatéral. Nous avons évidemment essayé d'accompagner et de combattre le terrorisme, mais en 2021, nous avons aussi adopté une nouvelle stratégie, la stratégie Sahel, qui a été adoptée par tous les États membres et qui faisait un peu l'état voilà, de la situation et aussi un petit peu la réalisation que sans en fait une gouvernance forte dans les pays du Sahel, une prise en charge et une appropriation, ce n'est pas seulement l'Europe qui peut trouver des solutions à ce problème de terrorisme. Donc pourquoi le terrorisme arrive à s'ancrer dans certains territoires? Pourquoi les populations se tournent vers les terroristes? Est-ce qu'il y a une question aussi justement de gouvernance faible, de impunité par exemple des forces de sécurité et de défense qui n'ont pas peut-être toujours interagi avec les communautés de façon positive. Donc tout ça est un peu la réalisation et le fait que ce n'est pas seulement l'Europe qui peut trouver des solutions à ça, mais nous avons été très engagés et nous restons très engagés dans le Sahel. Ça, je peux vous le Alors, comparaison n'est pas raison, et c'est vrai que ce sont des reproches qui reviennent régulièrement depuis le début de ce conflit en Ukraine. C'est les gens tout de suite font un parallèle entre l'attitude des pays européens vis-à-vis de ce conflit en Europe et le comportement vis-à-vis des autres conflits, notamment sur le continent africain, et cette lutte contre le terrorisme. Et les gens perçoivent un deux poids, deux mesures, sachant que l'Ukraine, certes, est sur le territoire européen, mais n'appartient même pas à l'Union européenne. Donc on a l'impression que cet effort de guerre est beaucoup plus important. Déjà, comment vous percevez toutes ces critiques à cet égard, et vous allez nous expliquer pour quelles raisons ce deux poids, deux mesures. Oui, deux poids, deux mesures. Bon, il faut quand même se rendre compte que cette agression de la Russie en Ukraine est quelque chose quand même d'assez inédit dans notre monde post-Deuxième Guerre mondiale. C'est un pays qui n'a fait rien contre la Russie, qui se fait envahir. Et c'est vrai que c'est un pays qui est aux portes de l'Europe. Donc, c'est aussi, on l'a vu, l'impact de cette guerre n'est pas du tout circonscrit seulement en Europe. On a vu que l'impact est mondial via l'énergie, les prix alimentaires, mais aussi évidemment tous les jeux géopolitiques. Donc on essaye que cette guerre ne devienne pas une guerre mondiale. C'est ça. Mais on nous disait de la lutte antiterroriste que c'était une cause internationale, qu'elle concernait tout le monde. Et que le fait d'agir
sur le territoire africain, c'est pour garantir aussi la sécurité des Européens, des Occidentaux. Mais c'est bien pour ça qu'on a été extrêmement engagés dans cette lutte. C'est pour ça que nous avons aussi convaincu les États membres, notamment au sein des Nations Unies, d'avoir la MINUSMA, d'avoir des forces onusiennes qui puissent être là pour permettre le retour de la paix et combattre le terrorisme. Et puis, il y a eu les forces bilatérales, comme la force Barkhane, qui a mis ses propres soldats sur le territoire, à la demande du Mali, à la demande des pays qui subissaient le terrorisme. Mais on a tous vu la fin. C'est vrai qu'ils sont venus, encore une fois, de manière triomphale au départ, puisqu'ils étaient attendus, acclamés. On se souvient tous des images avec François Hollande sur place, mais ils sont partis, excusez-moi, d'une manière un peu moins glorieuse. Ils ont quasiment été chassés par le pays hôte, donc le Mali. Et on se demande justement pour éviter, parce que chaque pays, là c'est la France, ça aurait pu être un autre, mais chaque pays a son histoire aussi avec les anciennes colonies, avec ses relations dans le passé. Est-ce que justement d'adopter ça, de mettre ça au niveau, on va dire, européen, ne serait pas plus efficace? Ça éviterait peut-être ces quiproquos ou ces histoires, ce passé, ce passif. Oui, peut-être qu'on a beaucoup en tête, évidemment, la présence française au Sahel. Il ne faut pas oublier que quand je parlais aussi des forces sécuritaires, il y a aussi des missions donc CSDP, comme on les appelle, des missions européennes de conseil, que ce soit aux forces de sécurité intérieure, la police, mais aussi des missions en appui aux forces armées. Donc ce sont des missions qui forment les armées nationales. Et ça, c'est un effort européen. C'est un effort qui a été décidé au Conseil. Et c'est aussi pour ça que la facilité européenne de la paix, et avant la facilité africaine de la paix, a été mobilisée en faveur aussi de cet effort sécuritaire. Et en plus de ça, il y avait une force multinationale, Takuba, qui était une force qui regroupait plusieurs États membres. Des États membres qui ne sont pas nécessairement présents en Afrique, mais qui se sont engagés. Donc, peut-être qu'on connaît beaucoup plus, disons, la partie française, mais il y avait une présence on sait que l'Allemagne, mais qui a été renvoyée. Donc, les autorités maliennes ont renvoyé. L'Union européenne aussi est persona non grata au Mali? Non, pas du tout. Pas. Mais je veux dire, ces missions, la force Takuba, elle a de facto arrêté d'opérer, puisque elle n'avait pas, elle n'était plus bienvenue, si on veut. Mais c'est aussi un moment se demander ce que veut la junte malienne et comment elle va résoudre le problème du terrorisme qui devient de plus en plus ample et son territoire n'est pas sous contrôle. Mais vous parlez du Mali, mais il y a le Burkina Faso aussi. Il y a les trois frontières, le Niger. Et là, comment ça se passe au niveau des relations avec ces pays-là dans la lutte contre le terrorisme? C'est plus simple qu'avec le Mali? C'est-à-dire qu'au Niger, clairement, ils veulent que l'Union européenne soit présente, que ce soit au niveau bilatéral des États membres ou au niveau de l'Union européenne. Donc oui, nous avons des missions là aussi au Niger qui conseillent, qui forment les forces armées de sécurité pour ça. Même chose en Mauritanie, où la collaboration se passe très bien, et également au Tchad. Le Burkina maintenant est en son deuxième coup. Donc nous sommes toujours évidemment présents, nous sommes disposés à dialoguer, notre ambassadeur est disposé à dialoguer évidemment avec les autorités, évidemment, mais il y a aussi des engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de la CEDEAO que nous appuyons fortement, et que donc il faut quand même que ces engagements de transition, d'élection soient mis en œuvre. Vous, c'est un critère important. C'est un critère important pour donner des aides. Oui, vous avez besoin de ces garanties-là sur le plan institutionnel. Oui, que l'engagement, disons que c'est une transition, du verbe, c'est transiter, ça ne doit pas durer vita aeternam, doit à un moment passer par des élections. Donc ça, c'est l'engagement qui a été pris par la junte, et on le suit de près. On va aborder un autre sujet qui intéresse plus particulièrement les Ivoiriens, et pas que, tous les pays concernés par cette peut-être future directive, on ne sait pas encore. C'est l'accord politique provisoire qui a été conclu donc, entre l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe sur un règlement de l'UE relatif aux chaînes d'approvisionnement zéro déforestation. Et cette nouvelle législation interdira donc sur le vote marché de l'UE les produits issus de la déforestation
Déjà, quand est-ce que ce texte sera adopté et appliqué? Parce que là, on nous parle d'un accord provisoire. Tout à fait. Alors, le 6 décembre, il y a eu ce fameux accord entre Parlement européen, Conseil européen et voilà, la Commission. C'est la Commission européenne qui avait fait la proposition. Maintenant, il va y avoir, le texte est presque disponible, il va bientôt être disponible. Disons, l'entrée en vigueur, ça va être à partir de juin, peut-être la moitié de cette année. Mais il y a une période, là aussi, de transition. Il y a une période de 18 mois pendant laquelle on peut s'adapter. Donc, en fait, vraiment, la mise en application effective, elle sera seulement à partir de la fin de 2024, début 2025. Donc, d'abord, le premier message, c'est de dire il y a du temps pour s'adapter. La deuxième, peut-être, c'est de vraiment bien expliquer que donc, ce sont les entreprises européennes qui, soit qu'elles importent ou qu'elles produisent en Europe, donc ce n'est pas du tout discriminatoire vis-à-vis d'un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pour tous les produits qui sont en Europe, ne peut pas mettre sur le marché des produits qui sont issus de la déforestation. Ce qui est intéressant pour la Côte d'Ivoire, c'est que ça, c'est à partir de fin décembre 2020. Donc qui seraient produits dans des parcelles en Côte d'Ivoire, qui seraient déforestées après fin 2020. Et donc les nouvelles parcelles, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est là qu'on va regarder la déforestation, en sachant qu'il y a un effort du gouvernement, justement, de ralentir et on espère un jour stopper cette déforestation. Donc, si on avait mis cette date à 2017-2018, ça aurait été beaucoup plus pénalisant pour la Côte d'Ivoire, parce que depuis 2017 jusqu'à maintenant, il y a encore eu de la déforestation. Depuis 2020, fin 2020, 2021, voilà, il y a un ralentissement, il y a, on espère, un arrêt. Et donc, ça ne veut pas dire que les produits seront interdits. Voilà, la Côte d'Ivoire a une vision très claire de ce qu'elle veut du cacao durable et elle fait tout pour que les produits pourront entrer. Il y aura peut-être seulement une portion qu'il faudra analyser dans les forêts classées. Est-ce qu'on ne comprend pas avec ce texte? Bon, c'est le droit de l'Union européenne, mais déjà, c'est l'extraterritorialité parce que ça nous impacte directement. Il y en a beaucoup d'autres produits qui sont beaucoup plus polluants. Parce que vous avez fait une liste, c'est pas que le cacao, ça vise 7 ou 8 produits, je crois, si mes souvenirs sont bons. D'autres ne sont même pas dans cette liste, d'autres sont plus polluants et concernent plus directement les pays membres de l'Union européenne. Donc on se dit, pourquoi ne pas, en priorité, parler à ses membres, puisqu'en plus ça s'impose à eux, ça sera beaucoup plus simple, ils ont déjà un degré de technologie autre. Ça va impacter leur économie, mais en tout cas, ça sera plus efficace que d'aller attaquer des sujets qui vont concerner des États dont parfois c'est un domaine stratégique et qui eux-mêmes ont des difficultés à atteindre ces normes-là basiques. Pourquoi mettre ça en priorité alors qu'il y a d'autres produits plus polluants et qui sont exploités sur le territoire européen et qui ne sont pas concernés en premier? Justement, on s'est attaqué absolument à tous ces autres produits. Ça, c'est une partie. Donc, il faut savoir qu'en 2019, il y a eu le lancement du pacte vert. C'est vraiment la priorité de la Commission européenne, de l'Union européenne. Et il y a beaucoup de règlements qui ont été déjà en vigueur et de nouvelles règles qui concernent la question intérieure de l'Union européenne, de réduire les polluants, de réduire les produits chimiques dans l'agriculture. Et il y a aussi un mécanisme qui est en train de mettre en œuvre justement pour tout ce qui est la pollution dans les secteurs qui polluent énormément. Le ciment, les secteurs industriels, même le secteur... l'élevage. Donc tous ces secteurs qui sont extrêmement polluants, donc qui sont beaucoup dans le secteur industriel, sont déjà en train de devoir s'adapter. Donc ça, c'est une partie du puzzle. Vous voulez dire que ça va continuer? C'est une partie du puzzle, oui. Mais c'est vrai qu'on se dit que la priorité aurait dû être autre. Et puis même quand on parle des fonds européens, les fonds européens, ils sont axés pour investir dans l'économie verte, l'énergie renouvelable et les recycler. Donc, Mais ce que fait l'Europe, c'est vrai, tout le monde applaudit, acclame, mais on se dit que finalement, pour prendre l'exemple des voitures électriques, c'est les pays africains qui vont payer les pots cassés, puisque déjà certains individus, en tout cas la population européenne ne peut pas elle aussi accéder à ces fameuses voitures électriques. Ça a un coût. On s'interroge déjà sur les batteries sur du très long terme. Oui. Mais vous imaginez bien l'Afrique qui elle-même la Côte d'Ivoire commence à refuser les véhicules avec une longue ancienneté. Vous allez toujours avoir ce train d'avance et quand vous aurez atteint vos objectifs, vous allez dire aux autres, faites comme nous, immédiatement. Alors que... C'est pas ça la position de l'Union européenne, c'est de dire nous avons aussi des consommateurs qui sont de plus en plus
très attentifs à ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment, comment ils se réchauffent et comment ils se transportent dans les villes. Donc, on suit ce mouvement. On a aussi cette émergence, urgence climatique qui est évidente à tout le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en termes d'impact. Tous les pays sont impactés par le changement climatique. Donc voilà, on se met, oui, on fait ce qu'on pense qu'il est mieux pour le marché européen, mais en fait, on voit déjà qu'il y a d'autres grandes puissances qui vont peut-être nous suivre, hein, parce que le règlement anti-déforestation, voilà, il y a peut-être déjà les Américains qui y réfléchissent. Nous, disons, ce qui est intéressant par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est avec le cacao, l'Union européenne, c'est un grand marché. Donc, oui. 67% des exportations vont vers l'Union européenne. Nous sommes vraiment un grand marché. Et en plus, la Côte d'Ivoire a une vision, le gouvernement a une vision très forte en termes d'action climatique. Ça a été bien dit par le vice-président quand il était à la COP27. Le vice-président connaît, c'est de l'énergie renouvelable à 45%. C'est la réduction d'émissions de 30%, c'est une augmentation du couvert forestier à 20%. En fait, c'est doublé. Maintenant, on est à 10, il faut arriver à 20. Donc, pour faire ça, ça veut dire aussi que le gouvernement est très engagé. Donc, pour nous, la Côte d'Ivoire, tout ce que nous allons faire, en tout cas ici, moi et mon équipe, c'est vraiment de faire comprendre à Bruxelles que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est engagé, que le gouvernement est là et qui fait des règles qui sont, en fait, complètement alignées à la même vision que nous. Donc, quelques mots sur ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. 4 personnes ont été inculpées à Bruxelles, dont l'une des vice-présidentes du Parlement. La justice belge soupçonne une affaire de corruption en lien avec le Qatar. Sont encore une fois des accusations extrêmement graves. Hein. L'institution semble prendre ça en compte. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Où en est-on sur cette enquête? Comme vous dites très justement, donc c'est une affaire très grave. C'est une affaire qui est prise extrêmement au sérieux. Déjà en décembre, quand il y a eu les premières investigations qui sont faites par le parquet belge, il y a eu évidemment une collaboration pleine. Hein. En tant qu'Union européenne, évidemment, nous laissons faire les enquêtes, donc on ne va pas intervenir. Mais on voit que du niveau du Parlement européen, donc la vice-présidente a été suspendue immédiatement, les autres aussi, et les mêmes partis les ont suspendus. Et là, il y a toute une procédure. Donc ça, c'est à partir maintenant, ils se sont commencés à se réunir. La plénière a recommencé cette semaine à Strasbourg. Ils se réunissent pour lever l'immunité, parce que c'est évidemment en levant l'immunité que toutes les investigations et oui, l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire. On veut la lever pour pouvoir les poursuivre, les arrêter, les emprisonner si besoin. Exactement. Mais au-delà de ça, la présidente Roberta Metsola a déjà très clairement indiqué qu'elle va vraiment intervenir pour revoir un petit peu les procédures, de voir comment les parlementaires européens interagissent avec les extérieurs, comment un parlementaire européen qui a fini son mandat, avec qui il interagit. Les relations, on a vu que certains parlementaires, récemment, ont avoué être partis au Qatar sans l'inscrire dans les documents officiels, sans le dire, donner la raison du voyage, du séjour et ce qu'ils ont peut-être perçu. Oui. Oui. Donc il y a vraiment, on a l'impression que ça va être plus important que ce qui n'y paraît. On a l'impression qu'ils seront peut-être plus nombreux. En fait, les règles sont là, parce que en termes de règlement éthique, je pense que tout est là, mais c'est maintenant une question de voir est-ce que les règles ont été vraiment tout le temps bien appliquées. Mais c'est clair que la présidente va s'attaquer ça vraiment très frontalement, parce qu'elle se rend compte évidemment que c'est la réputation de cette institution qui est en jeu, qu'elle veut absolument... Sa crédibilité même. Oui, donc elle est tout à fait... Est-ce qu'on peut envisager une remise en cause de tous vos accords signés avec le Qatar ou des pays qu'on soupçonnerait d'avoir acheté le vote ou les voix? Bon, voilà, comme je vous ai dit, maintenant, l'enquête est en cours. On ne va pas pouvoir commenter sur qu'est-ce qu'on va faire. Il faut évidemment voir les responsabilités ultimes et où est-ce qu'elles se situent. Elles se situent à niveau d'individu, à nouveau, ou est-ce qu'elles se situent au niveau plus institutionnel? Et puis, en général, nous avons des relations riches et variées aussi avec les États du Golfe, en général. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais on peut pas en débattre ou en tout cas en conclure maintenant avant la fin de l'investigation.
D'accord. Alors, vous êtes là depuis septembre 2022. Quel sera peut-être l'axe principal ou majeur de votre politique en tant qu'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire? Oui. Oui, en effet, je suis là depuis 5 mois et ce qui est intéressant, c'est que je suis déjà un peu sortie d'Abidjan. Donc, on voit bien évidemment une ville, Abidjan, très dynamique, très moderne. Mais je suis allée voir aussi Bouaké, je suis allée à Yamoussoukro, j'étais à Mantes, allée voir un petit peu les réalités. Et bon, on voit quand même un pays qui croît à une croissance de 7% qui est vraiment enviable par rapport à pays de la sous-région, hein, qu'on voit juste les voisins de droite ou de gauche, et puis évidemment les pays au nord aussi. Donc évidemment que tout le côté de attractivité pour les investisseurs européens, nous allons œuvrer pour que la Côte d'Ivoire vraiment rayonne et puisse vraiment être reconnue comme un pays où on peut investir, où le climat des affaires, et nous travaillons avec le gouvernement, mais aussi avec les chambres de commerce, que ce soit la chambre de commerce européenne ou d'autres, pour améliorer le climat des affaires. Donc ça, c'est vraiment parce que nous pensons que le secteur privé, c'est finalement via le développement d'un secteur privé, d'un tissu de petites et moyennes entreprises qui vont créer de l'emploi pour les jeunes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc, on va vraiment œuvrer, je vais œuvrer pour encore plus l'investissement et la création d'emplois. Oui, avec ce que nous faisons via les projets, c'est clair que la formation professionnelle est un secteur dans lequel nous travaillons aussi. Et là aussi, on va travailler avec le secteur privé pour voir quels sont les besoins, où sont les besoins de formation professionnelle. Mais nous avons des programmes qui vont œuvrer dans l'amélioration de la formation du capital humain. Et puis évidemment le cacao durable qui est un de nos fleurons en termes de dialogue, et finalement aussi la sécurité, parce que nous appuyons quand même le gouvernement pour tout ce qui est justement la lutte terroriste au nord du pays, avec un appui aux forces de sécurité, mais aussi socio-économique, parce que c'est l'approche intégrée qui peut marcher dans ces cas-ci. Ça sera le mot de la fin. Excellence, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci de l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur RTI 1.